Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Manchester City, Liverpool, c'est l'affiche de la 8e journée de Premier League. L'occasion pour les Reds de conforter leur place de leader peu après leur large victoire 5-0 contre l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions. 5 buts, dont le premier offert par celui qu'on considère comme le moteur de Liverpool, l'enfant de la ville devenu indispensable à l'équipe de Jürgen Klopp. Trent Alexander-Arnold. Comment ne pas apprécier ce joueur quand on aime le foot ? Il a tout juste 22 ans, une technique exceptionnelle alliée à une vision du jeu redoutable. On se souvient de son corner décisif contre le Barça en demi-finale de C1 l'an dernier. On a aussi en tête évidemment ses coups francs millimétrés et sa qualité de passe phénoménale. Alexander-Arnold, un latéral avant-gardiste, presque un meneur de jeu que certains présentent comme le meilleur arrière-droit du monde. Mais au-delà de l'étiquette, le totem des Reds ne serait-il pas en train de révolutionner son poste ? Avec moi aujourd'hui pour répondre à cette vaste question, Vincent Deluc pour commencer. Bonjour Vincent. Bonjour. Pierre-Étienne Minondio est avec nous également. Bonjour Pierre-Étienne. Salut Marie. Nos deux spécialistes du foot anglais et un autre habitué qu'on n'avait pas entendu dans Big Five depuis longtemps. Je sais qu'il avait hâte de revenir. Bonjour Dan Pérez. Bonjour Marie. Voilà, vous avez le menu et le casting royal. Maintenant, on peut commencer. J'ai toujours voulu être une légende de Liverpool, gagner des titres, jouer autant de matchs que possible et devenir capitaine. Trent Alexander-Arnold serait-il en train de réaliser son rêve ? Le défenseur anglais a débuté chez les pros il y a 4 ans maintenant et tout est allé très vite pour ce pur produit de la formation des Reds. Premier match de Ligue des Champions à l'été 2017 et premier but sur coup franc contre Hoffenheim. C'est à partir de 2018 qu'Alexander-Arnold s'est véritablement installé dans le 11 titulaire de Jürgen Klopp. À 22 ans, il a donc déjà disputé 2 finales de Ligue des Champions. On a remporté une contre Tottenham en 2019. Et évidemment, il a été sacré champion d'Angleterre cet été avec le club de sa vie. Alexander-Arnold a grandi à quelques pas de Melwood, le centre d'entraînement des Reds. Alors avant de parler du joueur fantastique qu'il est devenu, je voudrais qu'on s'attarde un instant sur l'homme, sur sa personnalité. Pierre-Étienne, je le disais en intro, Alexander-Arnold, c'est véritablement un enfant de Liverpool. Oui, il vient du quartier de West Derby. Alors, c'est pas anodin parce que c'est là où habitait Bill Shankly, en fait, le coach légendaire de Liverpool dans les années 60. Et en fait, sa maison fait l'objet de pèlerinages. Tous les fans des Reds prennent en photo cette maison qui est d'ailleurs habitée. Alors, une fois, j'avais l'occasion de rencontrer les gens qui habitent là-bas. Et c'est assez bizarre. Il y a des gens qui prennent tout le temps leur maison en photo. Enfin bon, c'est très identifié Reds. Et c'est juste à côté d'un autre grand lieu de Liverpool parce que c'est là où il y a la Casbah. Où il y avait la Casbah, qui est l'endroit où les Beatles ont fait leur premier concert. Voilà, qui est là où habitait Pete Best, le premier batteur. Donc ça n'a aucun rapport, mais ça était pour parler un peu de Liverpool. Et donc effectivement, c'est vraiment un enfant du coin qui est amoureux des Reds, qui avait assisté en 2005 à la parade, qui avait suivi la victoire en Ligue des Champions. Donc il est, depuis sa plus tendre enfance, amoureux de cette ville et amoureux de ce club. Alors, il est très proche de sa famille. Sa relation avec Marcel et Tyler, ses 2 frères, a été primordiale dans sa progression. Il a expliqué lui-même au site Players Tribune qu'ils avaient sacrifié leur rêve de eux devenir pro pour lui laisser vivre le sien. Et aux dernières nouvelles, en tout cas en février dernier, il habitait toujours chez sa mère. Oui, c'est quelqu'un effectivement qui a dit que sa famille avait un rôle essentiel pour lui. Je me souviens d'une interview dans The Athletic où il y avait une photo où il tenait la Ligue des Champions, le trophée, entouré de ses frères et de sa famille. Il disait, voilà, c'est la plus belle photo que j'ai jamais vue. Voilà. Effectivement, et son frère est d'ailleurs, un de ses frères est son agent. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui effectivement, pour qui la cellule familiale a beaucoup joué. Ils ont été à fond derrière lui. Et voilà, il leur rend souvent hommage. Alors, dans le magazine GQ en février, il affirmait que c'était un honneur pour lui d'être un scouser. Vincent, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire parler un anglais que tout le monde ne comprend pas. mais c'est moins pire qu'un véritable Écossais ou qu'un homme un peu plus au nord quand même. Non, au-delà de ça, voilà, c'est un gars de Liverpool, mais comme l'était Steven Gerrard. C'est un modèle finalement qui existe autant le football anglais est sans doute le football le plus cosmopolite au plus haut niveau. Voilà, pendant très longtemps, il y avait entre 50 et 70 joueurs anglais seulement qui jouaient chaque week-end en Première Ligue, pas plus. Les 3/4 étaient internationaux, puisqu'il suffisait de faire 5 matchs pour aller en équipe d'Angleterre. Mais là, aujourd'hui, on sent que je trouve qu'on ressent un peu un retour aux racines, et qu'il y a des joueurs comme ça qui incarnent ces racines, et que Trent Alexander-Arnold est l'un de ceux-là.
C'est un sens pour lui d'être né à Liverpool et d'avoir grandi là-bas. C'est un sens pour lui de rester à Liverpool. Alors évidemment, le sens que ça a, c'est que c'est une des meilleures équipes du monde. Donc c'est quand même plus facile de vouloir être fidèle à son club de cœur quand c'est une des meilleures équipes du monde. Et on se rappelle que Steven Gerrard a eu une fidélité qu'il avait indexée à quelques chantages au renouvellement de contrat quand même. Mais malgré tout, voilà, je trouve que ça a un sens et c'est une belle histoire, à la fois une belle histoire familiale, une belle histoire de foot. Et puis on y reviendra plus tard, l'histoire d'un joueur un peu à part quand même. En quoi est-ce qu'il incarne parfaitement les valeurs de Liverpool ? C'est difficile à dire parce que normalement les valeurs de Liverpool c'est un peu nous contre le reste du monde et je trouve que lui il est quand même plus consensuel. Mais néanmoins il y a un truc, c'est que je le soupçonne de pas être ultra attaché à la sélection nationale parce que pour avoir vu tous ces matchs en équipe d'Angleterre, il est beaucoup moins performant avec la sélection anglaise, qui serait un truc, ça typiquement Scouser, que Jamie Carragher, par exemple, illustrait à merveille, de dire, voilà, ce qui est important, c'est le club, et puis la sélection, c'est bien d'y aller, mais c'est pas non plus l'essentiel. Donc, non, mais au-delà de la blague, oui, il est attaché, voilà, il revendique avec fierté ses origines, et puis, mais je dirais qu'il y a un côté presque insulaire chez les Liverpooldiens qui n'incarnent pas forcément, en fait. C'est assez rare dans le foot actuel, quand même, un joueur aussi viscéralement attaché à son club. Mais c'est peut-être moins rare à Liverpool, justement. C'est difficile à dire. Puis quelle est la part de... Ouais, comme l'a dit Vincent, c'est quand même une belle histoire. Non, j'allais parler de communication, c'est pas la communication. Il est vraiment dingue de son club dès plus jeune âge, mais au final, il n'a pas eu de choix à faire non plus. Donc, il a la chance d'être là au bon moment aussi. Mais effectivement, c'est devenu plutôt rare dans le foot actuel, où effectivement, les joueurs bougent jeunes assez facilement. Alors, il a rejoint l'Académie des Reds à l'âge de 6 ans. Une question de l'un de nos followers sur Instagram, et elle est pour toi, Dan. Pourquoi est-ce qu'il porte le numéro 66, Alexander-Arnold ? Ça, c'est l'intendant de Liverpool qui raconte en fait que quand des jeunes de Liverpool arrivent en équipe première, le club leur donne des numéros très très élevés, pour pas qu'ils pensent qu'ils sont déjà arrivés, qu'ils sont déjà proches des pros ou alors au même niveau qu'eux. Donc on a l'habitude de voir des 87, des 99, etc. C'est volontaire. Alexander-Arnold a hérité du 66. Et puis l'intendant raconte qu'au fil de son intégration dans l'équipe première, il attendait qu'il y ait un moment où ils disent bon maintenant je veux le 2, ou enfin un numéro de latéral ou un numéro spécifique. Et finalement Alexander-Arnold, alors qu'il avait aucune attache à ce numéro-là, est resté attaché à ce 66 qui signifiait pas grand chose et qui est maintenant devenu aussi c'est la marque quoi. Il y a que lui qui porte ce numéro et je trouve que ça l'aide à incarner une figure spécifique au club. Ouais, dans Players Tribune, il raconte la première fois qu'il a vu un gamin avec son maillot 66 sur le dos. Je peux difficilement décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai été ce gamin et je crois que je le suis toujours. Évidemment, les fans des Reds sont plutôt dingues de lui. Est-ce que c'est le chouchou d'Anfield, Pierre-Etienne ? Ça, je suis pas sûr parce qu'en fait, il a eu une chanson assez tardivement. Je pense quand même qu'il est adoré. Il est adoré parce qu'évidemment, il incarne la fidélité, le côté du local boy. Mais il a eu... En fait, la première fois qu'ils ont chanté pour lui, c'est quand même, je crois, il avait fait 3 passes D contre Watford, me semble-t-il. Mais autrement, après, il y a quand même une vraie vénération pour les 3 de devant aussi, quoi. Donc, c'est un des favoris, on va dire. Et est-ce que, je vous soumets une question, mais est-ce que c'est pas aussi lié à la nature de son jeu ? Je m'explique, c'est peut-être un peu cliché, mais tu dis Liverpool, il y a le côté, tu penses Carragher, Gerrard, qui est en plus d'être des super joueurs, avait le côté très engagement, physique, hyper intense, alors que Trent, c'est peut-être le joueur le moins intense, si on peut dire, de Liverpool, le plus fin. Donc, est-ce que c'est pas aussi lié à ça, cette non pas ce manque d'attachement, mais le fait qu'il n'y ait pas une connexion directe et pleine entre le COP et le joueur ? Ouais, moi, je suis assez d'accord avec l'analyse de Dan, parce qu'en fait, les publics qui chantent pour les attaquants qui sont buteurs, qui font des exploits, ou en Angleterre, pour les bourrins qui mettent des brins quand même, parce qu'ils adorent ça. C'est pas gentil pour Carragher. Si possible, sous la pluie, un jour il fait froid, voilà. Donc ça leur plaît, là ils sont tous debout, et ils vont chanter un truc, etc. Et c'est vrai qu'Alexander-Arnold, c'est un modèle différent de joueur anglais. C'est-à-dire qu'on n'en a pas beaucoup vu des comme lui. Et le problème, c'est qu'il faut chanter quand pour lui ? Quand il fait 3 passes D, comme dit Pierre-Etienne. Oui, ça lui est déjà arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Mais donc pourquoi pas ? Mais quand il fait un tacle, oui, les gens vont applaudir. Mais en plus, comme c'est pas un immense défenseur et on va y arriver, c'est effectivement la relation avec le public est forcément un peu
pas aussi net, oui, que pour Mo Salah, qui je crois est quand même le chouchou absolu d'Anfield en ce moment quand même. Alors on va parler du joueur Alexander-Arnold justement dans un instant. Avant ça, rapidement, un mot sur ses deux autres passions. Le rugby et les échecs, c'est plutôt original pour un joueur de foot. Il a été première ligne dans son enfance et il joue régulièrement aux échecs. Et Pierre-Etienne, il explique notamment que la pratique de ce jeu, donc les échecs, l'a aidé à travailler sa concentration et son sang-froid. Ouais. Bon, c'est peut-être un peu de la com, hein, mais il dit qu'effectivement, ça lui permet d'anticiper les coups de 3 coups d'avance. Bon, pourquoi pas. Je pense que s'il avait fait de la couture, il dirait que ça l'aide à rester calme. Hein. Non, mais il a quand même joué contre le champion du monde de la discipline. Il a perdu en 17 coups. Noté le nom. Voilà, c'est ça. Et les Anglais sont très forts pour comme ça donner parfois la réponse qu'on attend. Voilà, donc là, il est malin. Mais après, puis alors en rugby, d'après ce que j'avais compris, il jouait 15. Donc ça, c'est marrant parce que ça veut dire qu'il avait quand même l'espace, il avait le jeu devant lui, il a dû travailler son coup de pied. Donc ça, je veux bien croire que ça a pu l'aider, ça. Oui, il a expliqué au Times en décembre 2019 qu'il s'inspirait de la routine des buteurs et notamment de celle de Johnny Wilkinson avant de tirer les coups de pied arrêtés. Ah bah oui, ça c'est pour le coup là, c'est pas du tout fake parce qu'on voit bien que c'est pas du storytelling. Oui, c'est ça. Autant l'histoire des échecs, je crois pas trop, mais autant on voit bien que sur les coups francs, il fait un pas en arrière et 3 derrière, et il manquerait plus qu'il joigne les mains, et c'est vraiment une démarche de préparation de coups francs qui rappelle vraiment les transformations de Wilkinson. Oui, puis il le fait pas toujours, hein, puisque le fameux corner en demi-finale contre Barcelone, il a raccourci la routine, comme disent les buteurs et les golfeurs. Mais oui, de toute façon, c'est tellement un geste technique, et il a tellement une frappe particulière que forcément, il faut qu'il ait un processus personnel. Alors, Trent Alexander-Arnold, 144 matchs avec Liverpool, 12 buts, 42 passes décisives. Ça veut dire que statistiquement, il est décisif tous les 2 matchs et demi, mais bon, on va le voir, son influence est bien plus importante que ça. Dan, pour commencer, je pense qu'on peut dire que sa grande force, c'est de faire le bon geste au bon moment. Qu'est-ce qui fait, à mon avis, qu'on aime tant ce joueur ? C'est qu'il nous ramène à un truc très essentiel de notre amour pour le foot, c'est le contact avec le ballon. C'est-à-dire que ce type-là a un truc dans la variété qu'il peut mettre dans ses coups de pied qui est assez extraordinaire. La variété de ses frappes, la variété de ses passes. C'est un joueur qui peut donner des ballons en cloche, jouer des ballons tendus, près du sol, un peu plus en hauteur, jouer un peu brossé. Et ça nous ramène à des choses que parfois on peut perdre, avec certaines équipes du football actuel qui sont très axées sur l'intensité, les transitions, etc., avec peut-être un peu plus de déchets techniques et un peu moins de variété avec le pied. Et on retrouve ça chez lui, on retrouve cette technique de centre, cette technique de passe, on parlera peut-être de son intelligence de jeu après. En plus, ce qui fait que c'est un bon passeur et un bon centreur, c'est aussi qu'il offre au buteur, à l'attaquant, une réception facile. On reparle encore du corner contre le Barça. Oui, il voit Origi. Oui, il a l'idée de lui donner. Mais comment il la lui donne ? Il ne fait pas une frappe en coup de pied super tendue qui serait un peu compliquée à reprendre. Non, il la brosse légèrement, juste légèrement pour qu'elle reste tendue et puissante, donc qu'elle surprenne la défense, et en plus qu'elle soit plus facile à reprendre pour Origi. Donc ça, ces qualités-là que je viens d'énoncer, à mon avis, entre la variété de ses frappes, la variété de ses centres et le fait qu'il facilite la vie du receveur, c'est ça, je pense, sa plus grande qualité de joueur de foot. Et on en a de moins en moins des mecs comme ça. Ouais, il a exprimé bien mieux que je pourrais le faire. Moi, ce qui me fascine vraiment, c'est là aussi la vision du jeu, quoi. Là, il a fait une passe D contre Bergame pour le premier but de Diogo Jota. C'est exceptionnel. On ne peut pas faire mieux au millimètre, au timing. Diogo Jota, même moi, j'aurais pu le marquer ce but. Il n'a plus qu'à pousser le ballon. C'est incroyable. Et là, récemment, il a fait un autre truc qui m'avait beaucoup impressionné. Après, ça, c'est des trucs, comme disait Dan, c'est un peu comme quand on est amoureux de foot gamin. Mais il a failli marquer un but depuis son propre camp contre Sheffield. Un lob, et le gardien a fait un arrêt incroyable. Enfin, il a parfois des visions, des intuitions qui me fascinent complètement. Oui, un chiffre sur sa qualité de centre. L'année dernière, c'est le joueur qui a tenté le plus de centres en première ligue. Et il a terminé la saison avec 13 passes décisives. C'est le record du championnat anglais pour un défenseur. C'est aussi le joueur qui a touché le plus de ballons en première ligue. C'est incroyable. Il a touché, je ne sais plus, 4000 ballons, un truc comme ça. C'est hallucinant.
Mais juste pour finir en plus sur le côté décisif que tu évoquais, Marie, c'est que sur les statistiques avancées, il est premier à ce qu'on appelle les expected assists. C'est un mot un peu barbare, mais c'est une manière d'évaluer les dernières passes, et il est premier de Liverpool. Donc en gros, c'est le plus gros créateur d'occasions de son équipe. Comment est-ce que Jürgen Klopp l'a façonné, l'a fait progresser plus particulièrement? Déjà, c'est Brendan Rodgers qui l'a fait jouer en premier. Mais il l'a façonné quand même dans un cadre. Et je trouve qu'il y a une partie de la force d'Alexander Arnold dans cette défense à 4, c'est que c'est l'autre côté. C'est l'arrière gauche. C'est Robertson. C'est-à-dire je trouve qu'il y a un parallèle comme ça entre les deux. D'ailleurs, très souvent, on voit centre de l'un pour l'autre, que ce soit de l'un ou de l'autre côté. Ils jouent toujours très haut. Comme c'est une équipe qui se projette très vite à la perte de balle, dont la force est quand même le contre-pressing, et ils arrivent comme ça à aller vite vers l'avant et à jouer toujours face au jeu. On le voit beaucoup plus sur des temps de jeu rapides, sur des coups en 7, 8, 9 secondes, que sur des longues possessions de 25 ou 30 secondes. Ça, c'est pas tellement Liverpool. Et donc, je trouve qu'il y a un parallèle, et que si Robertson n'était pas aussi actif à gauche, il n'aurait peut-être pas autant d'espace à droite. Donc, je pense que ce que Klopp a façonné, c'est aussi un système en général, et ça va dans le sens de la cavalerie, dans le sens des qualités d'Alexander Arnold, qui peut courir à vide, qui court longtemps, qui court un peu plus vers l'avant que vers l'arrière, globalement, mais qui court longtemps. Jürgen Klopp qui disait à son sujet que c'était une grande surprise de le voir à ce niveau. C'était un grand talent, mais on n'était pas sûr qu'il puisse tenir athlétiquement. Et maintenant, c'est une machine. Oui, Marie, mais il faut tempérer ce constat en disant que malgré tout, par exemple, je regardais ses kilomètres parcourus en Ligue des Champions. C'est le deuxième joueur de champ à courir le moins de bornes pour Liverpool. C'est-à-dire qu'il court moins encore que le deuxième défenseur central. Il n'y a que Joe Gomez qui court moins que lui, pardon. Et donc, il est quand même, lui, Alexander Arnold, un joueur très singulier dans le collectif de Liverpool, qui est composé de grands contre-attaquants, parfois de marathoniens, de joueurs qui paraissent inépuisables. Si ta question, c'est sur son côté athlétique et sur son côté physique, c'est évidemment pas la qualité, c'est pas la qualité première chez lui. C'est peut-être sa vision du jeu et son pied qui va rendre belle l'intensité des autres. Mais finalement, est-ce que Liverpool le bonifie autant que lui apporte à l'équipe ? Moi, je pense que oui. Et je pense que ce que disait Pierre-Etienne tout à l'heure sur l'équipe d'Angleterre, ça souligne ça, justement. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que le cadre n'est pas du tout le même, et qu'en équipe d'Angleterre, quand vous êtes arrière droit, vous devez trouver un équilibre entre ce que vous faites défensivement et ce que vous faites offensivement. Finalement, Liverpool joue tellement en avançant que Alexander Arnold n'a pas tellement besoin d'avoir la moitié de son jeu, on va dire, sur le plan défensif. On voit très bien que défensivement, et là du coup on peut rentrer un peu là-dedans, il a encore beaucoup de manques. Il a beaucoup de manques dans son dos, il se fait souvent prendre dans son dos. C'est quelqu'un qui a pas un placement fantastique, je trouve qu'il n'a pas une culture défensive extraordinaire, mais c'est aussi, en même temps c'est un ancien ailier. Je pense quand même que c'est le cadre de Liverpool qui lui permet de s'exprimer, mais à côté de ça, Dan a complètement raison. C'est son pied différent et fantastique qui peut changer aussi le jeu de Liverpool. Moi, j'ai eu la chance d'être à Leicester pour le Boxing Day au dernier Noël, où il fait 2 passes D, 1 but et un match stratosphérique. Ouais, tu avais écrit dans le journal que c'était l'un des plus beaux récitals que l'on ait jamais vu de la part d'un défenseur latéral. Moi, en 30 ans, j'ai jamais vu ça, ouais. Je pense que j'avais jamais vu ça. Et j'ai commencé, et à la mode, c'était Manfred Kals, l'arrière droit d'Hambourg et de l'Allemagne. Et après, même avant, il y avait Facchetti, et puis après, on a eu Roberto Carlos, et on a eu Cafu. Mais ce dont est capable techniquement de faire Trent Alexander-Arnold, oui, je pense que ça peut être au-dessus. Moi, j'avais juste une anecdote là-dessus. Une fois, j'avais discuté avec Grégory Vignal, qui est un ancien défenseur de Liverpool, qui maintenant, encore récemment, entraînait les filles de Glasgow Rangers. Et dans des séances de motivation, il montrait justement le but que Trent Alexander-Arnold avait marqué lors du match que Vincent vient d'évoquer. Donc le but qui était genre à la dernière minute, alors qu'il menait 3-0, qui est à l'issue d'un sprint et qui est une frappe sans contrôle. Et donc Vignal montrait ça aux filles en disant, voilà, l'objectif c'est ça, quoi. Ce qu'il dit, dans cette séquence de 10 secondes, il y a tout ce qu'un sportif de haut niveau doit chercher à faire, quoi. Inspiration, effort physique, volonté, talent, prise d'initiative. Et c'est vrai que cette action-là, elle a marqué les esprits.
Et sur le côté, est-ce que c'est Liverpool qui le bonifie ou l'inverse? Alors on l'a dit, ses qualités, elles épousent parfaitement le rôle que lui attribue Klopp. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres configurations d'équipe, tu as parlé de l'Angleterre, vous avez parlé de l'Angleterre, on le trouverait pas du tout aussi bon. Et je parle pas forcément d'équipes de standing très inférieur. Par exemple, tu le mets dans le City actuel de Guardiola, où Walker il doit régulièrement faire des sprints de 40 mètres dans son dos. Là, on entendrait ah oui, mais Alexander-Arnold, il est lent, il n'a pas le physique pour jouer latéral, etc. Il se fait passer un contre un. Et en fait, je trouve que c'est merveilleux. Et il faut rendre grâce à Klopp de réussir à insérer un joueur si atypique à ce poste-là dans le football actuel, dans ce qui est une des deux meilleures équipes du monde. Ça nous ramène à la base du foot, c'est-à-dire comment l'individualité s'épanouit dans un collectif. Et je trouve que ce joueur-là incarne parfaitement cette base-là du foot. Parce qu'on peut aussi retourner des statistiques. Il y a une statistique qui est sortie sur sa saison dernière. Il a perdu en première ligue, je crois, 760 fois le ballon. Un truc comme ça. 300 fois de plus qu'aucun autre défenseur dans les 5 grands championnats nationaux. Mais c'est évidemment parce qu'il cherche à en faire 1000 fois plus que les autres. Mais voilà, dans un autre contexte, on pourrait lui retourner ses défauts. Et d'ailleurs, je pense que, juste pour terminer sur l'équipe d'Angleterre, un des trucs qui fait que ça marche pas, c'est qu'il joue souvent en 3-4-3, et en fait, il a pas le profil pour être un piston sur le côté. Et ça rejoint ce que tu disais sur ses capacités physiques. En fait, il est bien, effectivement, dans un système donné, mais voilà, dans un 3-5-2, un 3-4-3, je pense que ça fonctionne pas, en fait. Alors, l'année dernière, dans l'épisode sur Jürgen Klopp, on avait évidemment évoqué Alexander-Arnold. Dan, t'avais parlé de lui comme d'un meneur reculé. C'est vraiment comme ça qu'on peut expliquer le mieux son influence? Si on doit résumer sa fonction, oui, je dirais que c'est ça. Bon, c'est le joueur qui touche le plus de ballons à Liverpool. On avait connu les meneurs qui s'excentraient parce que les 10 commençaient à trouver très peu d'espace. Donc on a vu au fil du temps les 10 s'excentrer. On les a vus reculer aussi à la Pirlo, mais on n'avait pas encore vu le meneur reculer et excentré. Et en ça, je trouve qu'il y a une singularité chez lui. Oubliez Trent, là, prenez 10 secondes. On peut se permettre ici, mais tu prends 10 secondes et tu penses à toutes les caractéristiques qu'on attribuerait au latéral idéal dans le foot actuel. Voilà, tout le monde y est. Et ben en fait, il faut se dire que maintenant, à partir de ça, donc Trent n'est pas rapide. En gros, il sait pas forcément dribbler, il sait pas faire des allers-retours, il a pas un énorme volume de jeu, il sort pas du lot athlétiquement. Et pourtant, il est pas particulièrement vite. Défense du 1 contre 1. Il est même pas très agressif. Il est mal placé. Avec Bellerin d'Arsenal, c'est le seul qui perd le plus de duels qu'il n'en gagne. Voilà. Ouais, et pourtant, on serait peut-être tous les trois, ici tous et tous les quatre autour de cette table, d'accord pour dire que c'est le meilleur. Voilà, et c'est ça qui est extraordinaire. Donc oui, meneur de jeu reculé, meneur de jeu excentré, et en plus de l'aspect décisif dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi quelque chose sur lequel il progresse énormément, c'est la façon dont il commence à dicter le tempo. Là, vraiment, il commence à demander le ballon de temps en temps, ralentir le tempo, structurer la phase de possession. Il est parfois un peu moins haut que Robertson. Et il prend aussi de plus en plus d'importance dans cette équipe, dans la gestion du rythme du jeu de Liverpool. Alors, tu parles de progrès, tu m'amènes à ma question suivante. Donc, toujours dans GQ en février dernier, il affirmait lui-même, je ne pourrais pas dire que je suis aujourd'hui un excellent footballeur, je ne suis pas là où je dois être, pas là où je peux être. C'est aussi une question qu'on nous a posée sur Instagram. Comment est-ce qu'il peut encore progresser ? Alors, après, ça dépend si on considère qu'un joueur comme lui doit progresser dans ses qualités ou dans ses défauts, en fait. C'est l'éternelle problématique. Est-ce qu'on devient un meilleur joueur si on cultive ses défauts, si on cultive ses qualités, ou si on corrige ses défauts? Je suis pas sûr que corriger ses défauts soit indispensable, en fait, par expérience. Je suis pas sûr que ça devienne un meilleur joueur. Évidemment, il faudrait qu'il soit plus agressif, qu'il se fasse pas prendre dans son dos. Je pense qu'il faudrait, dans l'idéal, qu'il arrive à cacher un peu plus les jours où il défend pas très bien. Et que là, ça se voit encore un peu trop. Parfois, on voit bien qu'au bout il y en a un qui passe dans le dos, il y en a deux qui passent dans le dos, on dit oulala, aujourd'hui ça va être difficile. Et souvent la journée reste difficile. Peut-être que ça, il faudrait qu'il arrive à le cacher. Mais pour tout le reste, moi je préfère qu'il cultive ses qualités et qu'on en reste là, ça serait déjà pas mal. Hein. Ouais, ce qui illustre parfaitement ce qu'a dit Vincent, c'est le match contre Aston Villa. Je veux dire, il s'était pris 7 buts, Liverpool, il y en a au moins 5 qui viennent de son côté, où notamment ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y a un but de Ross Barkley. Oui, il reste pendant Ross Barkley, il a vraiment le temps de contrôler, d'armer, de mettre sa lucarne et il reste à 5 mètres, il bouge pratiquement pas. Donc en fait, c'est vrai que dans un jour où il est pas dedans, il va pas au contact, il est pas agressif. Et ça, effectivement, il faudrait qu'il arrive à mieux le cacher. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Rio Ferdinand récemment. Il a été interrogé sur
sur la manière dont il devait s'améliorer, Alexander Arnold, et il a dit voilà, il faudrait qu'il montre plus de mordant défensivement. Il faut juste espérer qu'il n'y ait pas un entraîneur qui débarque après Klopp et qui fasse jouer complètement différemment l'équipe et qui nous fasse perdre le bonheur de l'épanouissement d'Alexander Arnold, qui lui demande des choses très différentes et que finalement on perde toutes ses qualités. Mais est-ce que tout ce qu'on a dit, donc au-delà des carences, mais avec toutes ses qualités, son influence dans le jeu des Reds, son rôle de meneur reculé, est-ce que tout ça ne montre pas qu'il est en train de métamorphoser le rôle de latéral ? Alors ça, j'en suis pas sûr. C'est vrai qu'il a une qualité de pied, pour rebondir sur le thème souligné par Dan, là. Il a une qualité de pied quand même qui est vraiment très rare. Même si on a vu des latéraux qui tiraient par exemple très bien les coups francs, tout le monde se souvient de Roberto Carlos, voilà, on a déjà vu ça. Mais sa qualité de pied quand même le distingue un peu du reste. Mais dans le jeu, on va dire que les latéraux modernes, ça remonte à il y a 40 ans maintenant. Ils sont modernes depuis 40 ans, les latéraux qui participent au jeu. Oui, mais lui, il a un côté anti-moderne, c'est-à-dire que c'est pas Roberto Carlos, justement, c'est pas Cafu. Ah, mais non. C'est pas, et c'est là où c'est intéressant. Je suis d'accord. Il a un rôle collectif qui est bien plus important que Carlos ou Cafu, qui se fichaient complètement de l'équilibre défensif de leur équipe. Et puis, il y a aussi une mobilité un peu moins grande, je trouve. Il y a moins d'appels verticaux, etc. Il y a plus le côté organisateur. Et alors, est-ce que ça appelle une tendance ? Ça, c'est la question la question qui reste pour l'instant sans réponse. Mais je trouve que je suis d'accord avec toi depuis 30-40 ans, les latéraux modernes, c'est-à-dire les joueurs qui maintenant sont complètement intégrés dans le collectif et peuvent pas être en dessous techniquement, etc. Sauf que je trouve qu'il y a un côté à la fois avant-gardiste et un peu presque anti-moderne où il revient à quelque chose. On sort du côté aller-retour, je fais des voilà, l'express sur le long de mon couloir et je dégomme tout sur mon passage. Voilà. Mais moi, je pense qu'il émerge d'autant plus que c'est comme le dimanche matin dans les mauvaises équipes, les plus mauvais joueurs au niveau international, c'est d'abord l'arrière gauche et après l'arrière droit. Non, j'exagère. C'est pas la première fois que tu dis dans Big Five, ça. C'est une demi-boutade, mais il n'empêche que quels sont les 3 meilleurs arrière droits du monde ? Je sais même pas si on peut arriver à 3. C'est vraiment très compliqué. Et lui, il est vraiment très au-dessus des autres. En équipe de France, on a Pavard à droite et Lucas Hernandez à gauche pour être champion du monde. Il n'y en a aucun des deux qui techniquement à la moitié du niveau d'Alexander Arnold, ou même du niveau de Robertson. Il y a Kimmich qui pourrait opérer le rôle du gars, et maintenant qui joue au milieu. Il joue au milieu en équipe d'Allemagne, donc voilà. On a quand même vu émerger ces 10-15 dernières années une génération de latéraux chapeautés par Guardiola, notamment, donc Dani Alves, David Alaba, Kimmich, même s'il joue pas vraiment, enfin toujours latéral. Est-ce que Alexander Arnold va encore plus loin ou est-ce qu'il s'inscrit dans cette... Moi, je pense qu'il est au-dessus de Dani Alves en termes de pied, ouais. Et pourtant, Dani Alves savait faire beaucoup de choses. Non, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Là, c'est un peu entre caviar et caviar, mais... Oui, surtout, en fait, on aura besoin... Non, mais ce qu'il faut dire, c'est, sans vouloir... comment dire, c'est compliqué, parce qu'on aura besoin de recul. Dani Alves, c'est quand même un joueur qui a près de 40 trophées, qui a dans la continuité une importance énorme dans beaucoup d'équipes, à beaucoup de moments de sa carrière. Peut-être qu'il faudra qu'on se pose cette question un peu plus tard. Ouais. Donc, il est encore trop tôt pour se demander s'il peut marquer notre époque, Alexander Arnold. Ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, Dani Alves avait un talent quand même un peu plus évident que Alexander Arnold. C'est vrai que quand on le voit, il est taillé dans un manche de sucette, il est pas costaud, il va pas vite et il fait des choses fantastiques. Donc en fait, je trouve c'est un talent plus fascinant que d'autres talents un peu plus évidents. Excuse-moi Pierre. Non. Après je disais, est-ce qu'il peut révolutionner le poste ? Peut-être qu'il peut révolutionner une approche qui consisterait à penser que d'excellents joueurs peuvent reculer arrière droit. Ce qui était à la base ce qui arrivait avec lui, quoi. C'était un milieu et il s'est dit stratégiquement, en fait, quand je regarde l'équipe première de Liverpool, j'ai plus de chances. Il y avait Klein à l'époque qui était pas extraordinaire. Tu veux dire c'est comme Maxwell Cornet à Lyon, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est peut-être, j'en sais rien, c'est une supposition, mais qu'il y a peut-être des jeunes joueurs qui peuvent se dire, en fait, c'est pas un poste où on condamne forcément des joueurs limités techniquement, et au contraire, on peut s'y épanouir d'un point de vue, c'est quand même, il y a de l'espace en fait. Ouais, c'est un poste dans où il y a de l'espace. Dans un football où il y a de moins en moins d'espace, c'est peut-être l'espace devant lui. Là où il y a le plus d'espace. Et d'ailleurs, c'est là aussi, c'est pour cette raison qu'on peut y mettre un meneur, donc un meneur qui a besoin d'espace pour distribuer le jeu. Et lui, il l'a très bien compris, parce qu'à chaque fois qu'on lui pose la question, bon, c'est bien rigolo, t'es arrière droit, mais tu finiras milieu, il dit toujours non. C'était ma prochaine question. Est-ce qu'il pourrait jouer un autre poste, notamment au milieu ? Vous voulez dire un poste où il faut être encore plus agressif, avoir moins de temps et être un peu de haut jeu ? Non, je crois pas. Non, il est bien là. Il nous plaît à tous là. Il a compris qu'il avait il avait de l'espace, parfois du temps, et il peut exploiter au mieux ses qualités. Donc en tout cas, lui, il a formulé plusieurs fois pour dire qu'il voulait pas changer de poste.
Alors, Reynald Denouex, sur le site de France Football l'an dernier, parlait de joueurs de moins en moins spécialisés qui pourraient émerger dans le futur. Est-ce que ce ne serait pas le sens du foot, finalement, de voir émerger des joueurs un peu hybrides, comme peut l'être Alexander Arnold? C'est quelque chose qui remonte à loin. Enfin, je veux dire, historiquement, le grand rêve de l'Ajax à la fin des années 60, début des années 70, c'était justement que les joueurs puissent permuter de poste pendant le match. C'est un rêve qui remonte à loin. Effectivement, aujourd'hui, on va dire le patrimoine technique et athlétique des joueurs, il permet ça de plus en plus. C'est-à-dire que avant, par exemple, les latéraux n'auraient jamais pu jouer plus haut parce qu'ils n'avaient pas assez de technique. Aujourd'hui, on voit des centraux qui peuvent jouer au milieu. Bon, on voit aussi Danilo qui peut pas jouer derrière, mais globalement, aujourd'hui, on peut vraiment passer quand même plus facilement d'un poste à l'autre. C'est sûrement une possibilité qui va être ouverte aux joueurs, mais ce qu'on voit justement de Trent Alexander-Arnold, c'est quand même un spécialiste, c'est quand même autre chose. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Bravo Vincent. Bon, c'était passionnant, j'espère que ça vous a plu aussi, vous les auditeurs. Donc je le rappelle, le prochain match de Trent Alexander-Arnold avec les Reds, c'est le dimanche 8 novembre sur la pelouse de Manchester City. Merci beaucoup Vincent Duluc, Pierre-Étienne Minondio et Dan Perez. Merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation de cet épisode. À très vite.